Bonjour, chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Excuse me, Mr. Hunt. Would you like to watch a movie? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. You don't understand me, I'm telling you this top secret. Aujourd'hui, on couvre un film de la franchise Mission Impossible. This is not mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible. Difficult should be a walk in the park for you. Votre mission avant de commencer à écouter le podcast est d'écouter le film proposé aujourd'hui, car on va le spoiler complètement. If the secretary wanted me out of there, it must be pretty bad out here. Bonne écoute. President has initiated Ghost Protocol. Bienvenue à Langley, au quartier général de la CIA. Aujourd'hui, on parle de Mission Impossible, sorti en 1996 et réalisé par Brian De Palma, avec Tom Cruise, Emmanuel Béard, Jean Reno, Henry Sursney, Ving Rhames, Vanessa Redgrave, Kristen Scott Thomas et John Voight. Je suis Mathieu et vous m'avez jamais vu fâché. Surtout fâché aujourd'hui parce que aujourd'hui, je suis en recrutement pour mon Impossible Mission Force et j'ai une nouvelle recrue avec moi, William. Salut William! Salut! Là, t'es nouveau au podcast aujourd'hui. Dans le fond, t'es nouveau. Tu m'as déjà joint, là, dans le fond, sur un épisode de Star Trek Lower Decks, où on avait parlé là, de la finale de la supposément saison 1, c'était Prodigy, oui, excuse. Mais c'est ça, dans le fond, où tu avais comme fait ton premier tour au podcast. Tout de même, c'est quand même comme la première fois que beaucoup de gens t'entendent aujourd'hui. Tu sais, dans le fond, toi, t'as pas de podcast à toi. Tu peux-tu un petit peu rapidement t'introduire? Tu sais, là, je dis ça au podcast, dans le fond, t'es mon garçon. Bonjour, je m'appelle William, j'ai 13 ans puis j'aime les films d'action. Dans le fond, ça va être ton premier podcast complet là, avec moi. C'est pas vraiment la même structure que j'ai quand je parle de Star Trek Prodigy. Fait que le format est différent. C'est sûr qu'on va parler un petit peu plus en long et en large là, sur le film aujourd'hui. On va l'éplucher. Là, dans le fond, on part une nouvelle franchise aujourd'hui. C'est l'entente avec William, là, c'est qu'on parle là, du premier film aujourd'hui. On va peut-être parler là, de quelques autres là, plus tard dans la franchise, mais en tout cas, on va voir là, comment que ça va chaque semaine. Bien sûr, William a un horaire chargé avec l'école, puis des fois, là, c'est toujours le temps là, de pouvoir s'asseoir, puis vraiment là, parler du film, là, mais il est probablement sous-entendu que on va couvrir là, quelques films là, avant de se rendre au nouveau film là, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Puis l'année prochaine, ben, on a la deuxième partie là, qui va sortir. Dans le fond, là, c'est comme genre le film a été filmé là, back-to-back. Puis c'est ça, dans le fond, là, pour finir pas mal là, toute l'ère avec Tom Cruise. Pour l'instant, l'information sur la franchise, on ne sait pas si, mettons, on va avoir Tom Cruise qui va, dans le fond, laisser la place à quelqu'un d'autre là, pour le futur de la franchise. Tout ce qu'on sait, c'est que dans le fond, ça devrait être pas mal la fin de l'ère avec Tom Cruise. Puis qu'est-ce qui va se passer avec la franchise par la suite? Est-ce qu'on va recaster Ethan Hunt ou est-ce que ça va faire comme un James Bond? Ou sinon, ben, qu'on va juste continuer là, l'équipe là, de Mission Impossible, puis ça va être carrément là, d'autres acteurs. Ça va être des choses qu'on va peut-être plus savoir là, quand on va être rendu l'année prochaine là, à l'approche du dernier film. Dorénavant, dans le fond, là, quand on va parler là, du film qui sort cette année, dans le fond, là, que la rétrospective qu'on se dirige vers ça, c'est comme on va l'appeler Mission Impossible 7 pour faciliter, puis celui-là de l'année prochaine, là, ben, on va l'appeler là, Mission Impossible 8. Fait que, dans le fond, là, la franchise comme je t'expliquais, William, ça vient d'une série télévisée qui était, qui était au petit écran là, en 1966. En même temps que Star Trek en 1966, qui était même produit par la même compagnie, Dissolu Productions. Puis dans le fond, là, cette série-là a quand même marché là, jusqu'à 1973, jusqu'à sa cancellation. En tout cas, je ne suis pas capable de vraiment savoir pourquoi que la série a été cancellée.
Par contre, la série a eu elle a été revisitée là, en 1988-89, puis elle a été cancellée en 1992 dans un retour. Puis elle, dans le fond, là, c'était par un manque d'audience. Là, ils ont changé comme l'horaire là, de quand elle a passé à la télé. Parce que dans ce temps-là, ça passait à la télé à une telle heure. Puis c'est pas comme aujourd'hui avec Netflix, puis Crave, puis Disney+, où ce que tu peux les réécouter n'importe quand. Ça passe, puis peut-être tu peux l'enregistrer. Mais sinon, ben, si tu l'as oublié de planifier ton enregistrement, ben, oublie ça. Tu vas pas l'écouter. Puis c'est ça, ben, le côté en plus, par-dessus ça, c'est que quand ils changent d'heure de distribution dans une série, ben, si des fois ça tombe en même temps qu'une autre série qui passe, puis l'autre série est plus populaire, ben, la personne qui écoute la télé a le choix entre un et l'autre. Puis après ça, ben, si mettons, ils n'ont pas d'intérêt sur Mission Impossible, puis c'est l'autre série qui écoute, ben, just too bad, on n'écoute plus Mission Impossible, puis dans le fond, c'est ce qui s'est passé. Puis la série a perdu beaucoup d'auditoire quand ils ont changé d'endroit où qui faisait jouer là, la série. Puis dans le fond, ça l'a amené à la cancellation de la série encore une fois en 1992. Là, il faut remarquer qu'on est en 1992, on est juste 4 ans avant, dans le fond, la sortie du film aujourd'hui. C'est vraiment pas longtemps, dans le fond, parce que avant qu'on mette en chantier le film. Il est sorti en 1996, mais en 1995, déjà là, on filmait le film. Ça faisait plusieurs années quand même qu'on voulait amener le film à l'écran. D'après ce que je peux comprendre, Paramount a toujours eu les droits là, de Mission Impossible. Puis Tom Cruise, ben lui, il se cherchait une série pour lancer sa compagnie de production qui dans le fond, il était fan là, de la série Mission Impossible quand il était jeune, il l'avait écouté. Faut penser à ça aussi dans les années 60. On va faire un petit peu un parallèle avec la franchise des James Bond, où ce que la franchise des James Bond, j'ai pas vraiment de notes qui disent, j'ai pas trouvé d'informations vraiment qui parlent qu'on a relancé Mission Impossible dans le temps que dans le fond ça a été créé à la suite de James Bond, mais j'en ai parlé quand j'ai parlé de la franchise de James Bond dans les années 60, ça avait fait comme un boom, puis on a eu beaucoup là, de séries qui ont toutes sortes là, de séries télévisées, là, d'espionnage. Puis Mission Impossible, en 1966, on parle qu'on est vraiment là, dans les débuts de James Bond, le temps qu'on crée la série Mission Impossible, tout ça. Fait que, l'influence de Mission Impossible là, et la manière qu'on a structuré l'épisode, ça vient là, d'un autre film. Dans le fond, ils disent que l'influence là, vient d'un film là, qui s'appelle Top Capi, qui est un film là, de 1964 que j'ai pas vu. Puis c'est ça, on référence pas James Bond, mais le côté, probablement que tout ça vient quand même du découlement de la popularité là, de l'agent secret britannique là, de la série de films là, qui a commencé en 1962. Donc, on commence à travailler sur le film. Tom Cruise est en arrière de ça là, avec une madame qui s'appelle Paula Weiner. Éventuellement, ils doivent naturellement se chercher un réalisateur pour le film. Ils vont engager le réalisateur là, Brian De Palma, que j'ai déjà parlé avec Christophe Lassens sur Fantastica dans notre rétrospective là, versus quand on a parlé là, du film Carrie versus là, sa version là, de, je pense, 2012. Mais tu sais, Brian De Palma, là, connu là, pour Body Double, que j'ai pas vu. Mais Untouchables avec Kevin Costner, là, qui est un film vraiment extraordinaire là, avec Sean Connery. Il a fait là, d'autres films là, aussi là, comme Scarface. Mais c'est ça, à part de ça, je suis pas bien familier avec. Il y a un film là, qui s'appelle Dress to Kill aussi là, que j'ai vu, là, que j'avais quand même pas détesté là, à l'époque, là, mais je m'en rappelle plus bien rendu aujourd'hui. Sinon, William, te connaissant, je ne crois pas que tu as vu là, pas mal le restant des films là, dans sa filmographie. Non, tu me dis rien. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas l'important là, de savoir qu'est-ce qu'il a fait comme autre film. Là. C'est surtout là, de savoir là, qu'est-ce qu'on va parler de lui aujourd'hui.
Alors, le synopsis, selon IMDb, on a un agent américain soupçonné à tort de trahison doit découvrir et exposer le véritable espion sans l'aide de son organisation. Fait que le film aujourd'hui, c'est assez simple comme idée. Là. Ça revient à les films d'action en général. Là. C'est sûr que, puis je le dis, je pense, avant chaque film là, d'action que je couvre au podcast, généralement, contrairement à la science-fiction, on n'a souvent pas de grosses idées majeures dans la manière qu'on procède. Il y a des grosses thématiques. Des fois, on a des idées de thématiques, d'idées, mais c'est pas mal toute une idée pour pas mal le film. Sinon, c'est juste vraiment avoir des explosions et des affaires de même. Là. Mais on va travailler beaucoup là, parce que c'est comme sachant où est-ce que la franchise va aller, c'est probablement le film là, le plus artistique qu'on va avoir là, dans toute la rétrospective. Mais l'idée, dans le fond, dans le film, là, c'est pas mal la déception en avant et en arrière de la caméra. Dans le fond, on va arriver avec tous les personnages, de savoir c'est qui le maître en arrière de ça, l'espion là, qui, dans le fond, là, qui a trahi toute l'organisation. Puis, tu sais, même en arrière, là, comme la déception là, dans l'écriture du film, là, sachant comment que Jim Phelps était reçu dans la franchise, puis la trahison qu'on va faire, on le fait à l'écran, point de vue que c'est un personnage qui a une raison, ou il y a sa motivation. Mais le fait qu'on sait que Jim Phelps était comme le personnage principal de la série, de Mission Impossible, que c'est comme à peu près impossible que ça devienne le méchant du film, ben tu sais, dans le fond, on nous fait comme cette déception-là, à quelque part, là, ce côté-là, où on ne peut pas vraiment s'attendre à ça à cause de la série télé. Moi, en tant que tel, là, la série télé, là, j'avais peut-être vu 1 ou 2 épisodes là, à l'époque, là, quand je me suis assis en salle pour voir le film. Mais je ne pouvais pas m'attendre à ça. En tant que tel, là, je savais que c'était le personnage principal de la série. Puis, dans le fond, de jouer avec ça, là, ça a été quand même une surprise. Surprise qui n'aura pas été vraiment bien reçue là, à l'époque, en 1996. Fait que moi, que je rentre dans le film, je crois avoir vu toutes les Missions Impossibles au cinéma. La plupart des films, je les ai toutes vus au moins une fois, puis au moins une fois à la maison. C'est plus dans les derniers films là, que je les ai vus de moins en moins souvent, là, bien sûr. Là, mais le premier film, là, je serais peut-être rendu à ma genre 12e écoute là, du film. Quand il est arrivé en vidéocassette à l'époque, je l'ai acheté en vidéocassette, fait que je l'ai naturellement écouté quand même une couple de fois. Toi, William, le film d'aujourd'hui, tu l'as écouté combien de fois à peu près? Genre 4-5 fois. Là. Ah ouais, tant que ça, je pensais pas que tu l'avais écouté si souvent que ça. Là. Ben, ça l'inclut sûrement la fois que tu l'as écouté pour le podcast d'aujourd'hui, dans le fond. Ouais. Ok, bon. Fait que le film ouvre à Kiev. Dans le fond, on a un genre d'interrogatoire là, où dans le fond, il y a une mise en scène. Puis c'est toute notre équipe là, de Mission Impossible, dans le fond, là, qui ont supposément endormi quelqu'un, d'après moi, puis qu'il se réveille, puis que là. Je sais pas si c'est comme sa femme qui est sous couverture, là, le personnage de Claire qui était interprété là, par Emmanuel Béard. Puis là, dans le fond, là, ils veulent savoir là, c'est qui un informateur, puis où il se passe quelque chose. En tout cas, fait que finalement, dans le fond, là, c'est juste une manière aussi là, de nous introduire à nos personnages. Puis dans l'univers, puis dans le fond, juste pour savoir un peu dans quel genre de film qu'on est, montrer là, dans le fond, là, on est comme là, tout dans la déception, dans le fond, là, toute la mise en scène. Toi, juste pour commencer, là, le 2-3 premières minutes là, du film, comment tu trouves ça, dans le fond, juste pour nous introduire là, avec Tom Cruise, puis, tu sais, comme tous les personnages qu'on voit, là, on voit rapidement là, Jack, qui dans le fond, là, qui est là avec son crayon là, pour noter là, qu'est-ce que l'autre dit. Puis, dans le fond, tu sais, ils ont toute une petite partie à faire là, dans le scénario. Là. Puis, bien sûr, avec l'introduction des masques. Moi, je trouvais correct. C'est juste, j'ai oublié que Tom Cruise, c'était le vieux monsieur avec le masque. Là. Ben, ouais. Ouais, ben, c'est ça. Les masques. Ils sont. Les effets le gars des effets là, qui s'occupe là, dans le fond des masques, là, c'est probablement un film que tu n'as pas vu parce que tu n'es pas vraiment fan de films d'horreur, là, mais j'ai parlé de
d'un film, là, il y a à peu près 6 mois, là, le film The Thing, qui est réalisé là, par John Carpenter. Qui avait fait là, tous les effets spéciaux là, étaient par un monsieur qui s'appelle Rob Bottin. Puis c'est lui, dans le fond, qui s'occupe de toutes les masques qu'on voit là, plus tard dans le film. Là, je sais pas si c'était le même monsieur. Plus tard, là, quand il se ramasse à petite soirée, là, dans le fond, on a Tom Cruise qui est déguisé comme un genre de sénateur, quelque chose de même. Là. Sur le train. Non, pas sur le train, mais sur le. Sur le. Juste la soirée. Là, où quand il va dans la classe, là, puis quand il va dans l'elevator. Là. Ouais, c'est ça. Il est comme déguisé comme un sénateur, quelque chose de même. Mais je sais pas, je n'ai pas remarqué si c'était le même personnage qui était au début du film. Là. Dans le fond, là, c'est un autre. C'est un autre allure qu'il y a. Là, en tout cas, c'est pas bien grave. Là, dans le fond, là, je pense que c'est ça l'amène à ça là, plus tard. Mais en tout cas, fait que, on arrive là, dans le générique d'introduction, dans le fond, qui est un remake de les génériques qu'on avait là, de la série télé là, des Missions Impossibles. J'ai regardé un petit peu sur YouTube, là, voir qu'est-ce que ça va de l'air quand même une série, là, parce qu'en bout de ligne, là, ça fait au-dessus là, de 30 ans que j'ai pas vu ça, là, un Mission Impossible, comme j'ai dit tantôt. J'ai peut-être vu 2 épisodes, là, puis je suis même pas sûr d'avoir vu 2 épisodes au complet là, de Mission Impossible. Ouais, ben c'est ça. Initialement, à part, je pense, c'est hier où je t'ai sorti avec l'idée que Mission Impossible était une série télévisée. Qu'est-ce que tu penses de ça, dans le fond, en voyant le générique? Toi, c'était quoi ton idée initiale là, en voyant le générique, tout le temps avec la mèche, puis dans le fond, qu'ils font pareil dans tous les films, ils font une version là, alternative à chaque film, là, mais comment tu trouves ça, toi, dans le fond, le petit générique là, qui dit que dans le fond, on écoute un film de Mission Impossible? J'ai pas vraiment d'opinion sur le générique, j'aime la musique. Ah ouais? La musique, ben c'est ça. Dans le fond, ils ont repris la chanson originale là, des années 60. C'est une chanson qui est quand même un peu James Bond-esque, un peu. Là, c'est une chanson espionnage. Là. Moi, j'ai toujours vraiment aimé là, cette chanson-là. À l'époque, là, dans le fond, c'est la version du générique de fin qui va apparaître. Là, où à l'époque, je me rappelle, puis je pense que ça a été beaucoup une bonne affaire là, pour le marketing du film. Qu'on avait genre le bassiste puis le drummer de YouTube, qu'il avait refait une version moderne de cette thème-là. Puis je me rappelle qu'à l'époque, là, ça jouait là, à la radio. Puis tu sais, dans le fond, YouTube, que c'est quand même. Je sais pas si on est allé chercher eux autres, parce que l'année précédente, on avait le retour de James Bond à l'écran avec GoldenEye, puis c'est eux autres qui avaient écrit la chanson thème de GoldenEye, là, chantée par Tina Turner. Fait que je sais pas si c'est comme on a essayé là, de faire un lien avec ça, là, mais. En tout cas, c'est quand même. Je trouve ça vraiment curieux que, comme par hasard, on a comme le même groupe qui est en arrière de GoldenEye, puis la chanson, là, juste l'année après. Je trouve que c'est curieux. Fait qu'on en reprend dans le film, on se ramasse dans un avion qui est clairement un stage. Là. Il y a genre une personne dans l'avion. Comment tu dis? Il y en a 2 ou 3 sièges en avant. Ouais, c'est ça, mais sauf que, tu sais, c'est clairement un plateau, là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas dans un avion, là. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, là, on a la damoiselle de bord, là, qui est là pour demander à M. Phelps s'il veut écouter un film, puis... dans le fond, là, elle va lui donner une bobine, mais là, dans le fond, c'est là où il va avoir la mission. C'est vraiment un clin d'œil à la série télé, là. Tu sais, ce qu'on a regardé tantôt sur YouTube, là, où il y avait toutes sortes d'affaires là, comme j'ai regardé tantôt avec William là, sur je pense que c'est le premier épisode où il regarde dans un genre de télescope puis dans le fond il donne sa mission là puis dans le fond c'est vraiment un clin d'œil à ce qu'on avait à l'époque. C'est supposé être pareil là, je t'en filme. Ouais, ben c'est ça, on continue l'univers. Là, dans le fond, moi, d'après ce que je peux comprendre, c'est. On n'est pas. Contrairement à ce que je te disais, là, il y a une journée ou deux, William, que le film d'aujourd'hui est une continuité de l'univers de la série. Là, d'après ce que je peux comprendre, de ce que je relis un peu plus là-dessus, c'est que je pense que c'est peut-être même la manière la plus importante de regarder ça pour avoir une cassure avec la série. Je ne crois pas que c'est le même M. Phelps qui est dans la série. Tu sais, M. Phelps était comme incarné là, par Peter Graves,
Puis même ce que j'ai pu comprendre, que j'ignorais carrément, là, ça fait juste quelques minutes là, avant de rentrer en ligne, que j'ai pu comprendre que M. Phelps n'était pas là dans la première saison initiale de 1966. On avait un personnage là, qui s'appelait là, Dan Brigg, qui était le chef là, de l'organisation là, IMF. Sais-tu ce que ça veut dire, IMF? Je sais pas c'est quoi. Ça tient pour Impossible Mission Force. Puis c'est ça, dans le fond, là, c'est juste pour une question là, l'acteur là, de la première saison. Là, il y avait j'étais genre un juif, puis dans le fond, là, la production avait beaucoup de troubles avec. Là, en tout cas, donc on peut pas dire ça vraiment en 2023, mais c'est ça. C'était ça à l'époque. Il y avait comme tout le temps des conflits d'horaires. Avec cet acteur-là, puis c'était très compliqué. Puis dans le fond, là, l'acteur qui faisait là, Dan Brigg, là, Stephen Hill, je pense, il a quitté la production. Là, en tout cas, peut-être qu'on lui a montré le chemin de la porte. Là. En tout cas, c'est plate un peu, là, regardez ça de même, mais j'ai pas beaucoup assez de détails, mais c'est ça que j'ai vu. Là, pourquoi que, dans le fond, on l'a remplacé là, par le personnage là, de Jim Phelps. Qui, c'est ça, comme je dis, ben, si on regarde ça comme une continuité, que dans le fond, à la suite là, de la série de 1992, là, qui est genre 4 ans avant, ben, Peter Graves, lui, dans le fond, il a à peu près 10 ans de plus que l'acteur qui fait Jim Phelps présentement, là, John Voight, monsieur le père à Angelina Jolie. Mais en même temps, tu sais, quand on a eu un personnage pendant quelque chose comme 9 saisons, puis ben 8 saisons, là, puisqu'il n'est pas là dans la première, puis qui devient comme le méchant de la série. Tu sais, je peux comprendre sa motivation. En tout cas, on va en reparler un peu plus tard, là, mais tu sais, que de transformer quelqu'un comme le méchant principal, tu sais, on écoute Star Trek Picard ensemble, puis ben, je sais qu'il n'est pas à jour, là, mais en tout cas, tu sais, c'est comme arrivé pour dire que tout d'un coup, là, ou Captain Kirk, n'importe qui, que tout d'un coup, à la toute fin, c'est le méchant de la gang. C'est comme ça marche pas. Là. Puis je peux comprendre les gens qui ont retourné là, sur la série, sachant que c'est que Jim Phelps est devenu là, le méchant du film. Mais c'est ça. T'sais, moi, en tant que tel, ça l'a fait qu'est-ce que ça devait faire, dans le fond. Vraiment comme m'attendre à l'impossible. Là, dans le fond, il nous a introduit là, à la mission avec le knock list qui est une liste des agents secrets. Il y a probablement James Bond là-dedans, j'imagine, là, que dans le fond, avec son identité et tout ça, que, ben non, dans le fond, c'est les identités là, des agents secrets américains, j'imagine, pas britanniques. Là, fait que je n'ai pas rapport avec James Bond. Mais c'est ça, dans le fond, c'est deux listes qui doivent concorder, dans le fond. Puis il y en a une qui a été volée, puis que la deuxième partie de la liste, ben, est dans un ordinateur là, dans le fin fond là, d'une bâtisse. Puis que dans le fond, on doit utiliser là, il va y avoir une personne là, qui lui veut vendre cette autre moitié de liste-là. Puis que dans le fond, l'équipe là, de la IMF doivent l'intercepter, dans le fond, là, pour éviter que ces personnes-là soient mis au grand jour. Fait que, tu sais, probablement que toute l'équipe de la IMF, dans le fond, est là-dedans, dans cette liste-là. Fait que, tu sais, ils ont comme un peu un double de raison là, d'essayer là, que cette mission-là ait du succès parce que, tu sais, si, mettons, ça c'est vu au grand jour, ben, tu sais, Tom Cruise ou même John Voight, tout ce monde-là, ben, leur identité secrète va être révélée. Puis, dans le fond, du monde qui veut en voir au pays, ben, ils vont pouvoir kidnapper les parents ou les proches de ces personnages-là, puis pouvoir essayer d'avoir des secrets d'État et des affaires de même. Là. Fait que, là, dans le fond, on a l'introduction à pas mal toute l'équipe. La première équipe. Je ne vais pas aller sur chaque acteur. Il y a Sarah qui est jouée là, par Kristen Scott Thomas, qu'elle va être reconnue là, cette année-là pour le film là, The English Patient que j'ai pas vu. Là, en tout cas, c'est un film, je pense, qui a gagné même des Oscars, là, si je me rappelle bien. Puis on a Hannah, on a Claire qui est jouée par Emmanuelle Béard. Qu'elle est française, là, elle avait gagné aussi une coupe de prix à l'époque. On a le personnage de Jack qui est vraiment quelque chose que je me suis vraiment comme quasiment posé la question, même au cinéma, est-ce que c'est vraiment Emilio Estevez? Parce qu'il n'est pas dans le générique. Puis, tu sais, Emilio Estevez, j'ai parlé de son père, Martin Sheen.
J'ai expliqué dans le fond sur mon podcast là, de Apocalypse Now il y a quelques mois que j'ai parlé. Où ce que, dans le fond, une question de nom. Là, dans le fond, lui a décidé de garder le vrai nom de famille, puis dans le fond, on continue avec ça. Puis Martin Sheen, c'est une question de mieux pogner sur le continent américain en changeant son nom, que ce soit pas un nom espagnol. Puis en tout cas, c'est vraiment triste comme affaire, là, mais je ne veux pas trop élaborer parce que, dans le fond, c'est vraiment un caméo là, par Emilio Estevez aujourd'hui. Dans le fond, on veut établir quand même des visages qu'on connaît, des acteurs qu'il y avait quand même une bonne réputation, puis qu'on se dise que ça va être l'équipe pour le film. On a les visages connus, puis rendu là, plus tard, quand ils vont se faire tout tuer un par un, dans le fond, on vient comme nous donner une claque au visage pour nous dire, là, ça n'a pas de sens, là, on a la tête de Emilio Estevez qui est là, que dans le fond, il y a beaucoup de films, puis en plus, dans ce temps-là, il jouait là, dans Mighty Ducks, qui était un énorme succès pour Disney. Puis, dans le fond, juste qu'on l'a engagé pour le tuer, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Là. Je pense que la plus grande exemple de ça, on va parler de Psychose par Alfred Hitchcock en 1960, où ce qu'on avait la mère à Jamie Lee Curtis, là, Janet Leigh, qui était là pendant 1 heure du film, puis que finalement, elle se fait tuer là, d'un coup là, à mi-chemin dans le film. Puis on en repart avec un nouveau casting, mais c'est un peu ça, un peu l'idée de fond. C'est juste que vraiment je pense que je sais pas c'est dans quelle Mission Impossible là, qui arrive avec ce tagline-là, mais c'est toujours Expect the Impossible. Puis c'est déjà là un petit peu là, d'espérer, là, de s'attendre à l'impossible du côté scénario. Fait que là, toi, dans le fond, William, t'as pas des acteurs là-dedans. Tu sais, je te parlais d'Emilio Estevez, puis toi, ça te disait absolument rien. Kristen Scott Thomas, Claire, tout ça. Dans le fond, c'est du monde là, qui était plus populaire à l'époque, là, mais je pense qu'il ne disait rien. On arrive à Tom Cruise. Tom Cruise, toi, je pense que tu es un fan de Tom Cruise, mais c'est plus à cause du film d'aujourd'hui, je pense bien, là, de la série d'aujourd'hui. Ouais. Mais moi, je reste comme frappé là, de comment jeune qui est dans le film aujourd'hui. Tu sais, j'ai parlé là, de l'année passée là, des 2 Top Gun qui étaient de 1986, je pense, et de 2022. Mais c'est ça, dans le fond, là, c'est parce que je veux pas sauter en avant dans le temps. Mais t'aimes-tu Tom Cruise dans le film aujourd'hui? Ouais. Dans le fond, lui, l'année précédente, là, on avait, ou 2 ans avant, on avait interview avec un vampire, là, le nom en français m'échappe, là, avec Brad Pitt et Kirsten Dunst. Mais dans le fond, il était encore sur sa lancée quand même là, de Top Gun. Peut-être que là, justement, il est tranquillement en train là, de sombrer. Puis dans le fond, avec le film d'aujourd'hui, là, ça va lui redonner un boost. Tu sais, dans le fond, on a une scène avec tout le monde alentour de la table où on était introduit à tout le monde. Il y a un côté où ce que je me suis dit, tu sais, dans le fond, on voit un peu les personnages. Là, Phelps, il est en train de dire toutes les fonctions qu'ils vont avoir chacun. Là, Anna, elle va observer. Jack, lui, va s'occuper là, des ascenseurs, puis tout, ouvrir les portes. Puis dans le fond, lui, Ethan, il est là. Dans le fond, c'est lui que il est utilisé là, comme pour le point and click. Là, dans le fond, là, il est là pour être à la place là, de Jim Phelps. Jim Phelps, il dit quoi de tout aller. Puis dans le fond, tout le monde alentour se rassure que Ethan est capable de se rendre à l'objectif. Mais c'est ça, dans cette scène-là, au départ, puis pendant plusieurs années, chaque fois que j'écoutais le film, je trouve qu'il y a de l'air tout le temps, genre à se penser un petit peu plus au-dessus de l'équipe. Il a de l'air un petit peu arrogant, là, genre, il fait des commentaires à Jim, genre, on t'a laissé à quel hôtel, puis, dans le fond, il essaie de ressortir du groupe. Puis, je me rends compte que dans cette scène-là, vraiment, là, en dedans là, des 10 premières minutes, on a toute l'information, pas mal, pour tout le film au complet. C'est dans cette scène-là qu'on va nous établir pourquoi que plus tard, Tom Cruise va se rendre compte, avant qu'il voie la révélation là, de Jim Phelps, il fait juste y dire, quand on t'a envoyé à telle place, on t'a envoyé à quel hôtel, il va y répondre, on m'a envoyé à Chicago dans le Drake Hotel. Puis, c'est tous des petits détails qui reviennent plus tard dans toute l'histoire. Puis, si on a juste vu ça comme une introduction de personnage,
ben, tu sais, on a de la misère à suivre l'intrigue. Je sais pas, toi, au nombre de fois que tu as vu le film, je sais pas si tu as pris note de ça, dans le fond, là, comme le Drake Hotel qui parle de ça. As-tu pris note de ça? Non. Je comprends pourquoi tu dis non, parce que moi, honnêtement, j'ai comme catché ça sur mon écoute pour le podcast. Il y a tellement de détails dans ce film-là qui sont juste lancés dans une ligne, puis que tu arrives à la fin, puis tu vois des liens. Dans le fond, le fait qu'il est allé au Drake Hotel, il est allé, puis tu sais, plus tard, quand il va trouver la Bible comme par hasard, que dans le fond, pour le Job 314, puis que dans le fond, Job, le personnage, que lui, dans le fond, il a utilisé cette Bible-là quand il était au Drake Hotel, qu'il avait acheté sur place. Fait qu'eux autres, ils l'ont étampé. Puis, dans le fond, c'est pour ça que quand Tom Cruise, comme par hasard, qu'il trouve la Bible en question, puis que comme par hasard, il ouvre la Bible, ben, il l'ouvre pas, c'est parce que quand il ramasse comme par hasard à terre, que l'autre a garoché à terre, là, plus tard dans le film, là. Que là, tout d'un coup, il voit que cette Bible-là a été achetée au Drake Hotel, qui veut dire que la seule personne qui était au Drake Hotel avant le film d'aujourd'hui, mais qui avait fait une transaction avec Max, ben, c'est Jim Phelps, parce qu'à cause de la Bible puis du Drake Hotel. Mais ils nous disent ça dans une ligne. C'est comme si t'as pas pris note de ça, si t'es pas dans l'air du DVD, puis que tu prends tout en note, puis que tu regardes au pire avec tes sous-titres. Ben, ça fait que des fois, il y a des choses qui arrivent. Tu sais, c'est pas une chose ben fatale pour le film, parce que même quand Tom Cruise va découvrir le Drake Hotel, ben, tu sais, ça sera pas trop long tout de suite après qu'il va découvrir que Jim Phelps est encore en vie. Sauf que, tu sais, ça y ouvre là, les suspicions que Jim Phelps est quand même en arrière de tout ça, parce qu'il sait que le job avait rapport avec le Drake Hotel. Mais c'est tous des petits détails. Tu sais, quand tu écoutes le film après un bout, là, des fois, tu sautes aux conclusions parce que tu vois qu'est-ce qui se passe dans le film, tu comprends. Mais c'est comme, il y a beaucoup d'affaires, là, que c'est tout le temps juste des petits bouts. Puis des fois, tu vas penser que cette scène-là est pour quelque chose. Puis finalement, ben, dans le fond, il te donne une information qui est quand même cruciale à comprendre l'histoire. Alors là, on a tout le plan de la soirée. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont à faire, tout ça. Puis là, ben, c'est ça. Dans le fond, on va suivre le personnage là, de Gulletson, que dans le fond, lui, c'est lui, là, comme pour l'instant, on va appeler la taupe, que lui, dans le fond, il est en train là, d'aller. Il veut faire une copie là, de la liste pour pouvoir le vendre. Puis là, ben, c'est ça, on voit que tout le monde est équipé là, pour pouvoir envoyer, là, dans le fond, c'est Ethan puis Sarah qu'eux autres ils vont le suivre, dans le fond, puis ils vont installer des lunettes pour pouvoir le voir, puis pouvoir avoir la preuve que c'est lui. Puis là, c'est ça, on voit en même temps que Phelps, il regarde toute la situation, puis il attend de juste être sûr de savoir où est-ce que la disquette allait, puis tout ça. T'sais, quand on a vu le film, on peut tout comprendre ça. T'sais, on le voit comme réagir, puis dans le fond, qui est en train de vraiment attendre les bons moments, de savoir que dans le fond, il met la disquette, là, genre dans sa pochette droite. Pour savoir, plus tard, là, on va avoir Kriegler qui va, qui, dans le fond, il va savoir quoi garder pour la disquette. Mais c'est ça, dans le fond, ça, c'est toutes des choses qu'on se rend compte là, quand on réécoute le film, puis on sait où est-ce que le film s'en va. Puis c'est ça, tout va bien là, dans le fond là, pendant toute cette partie-là, jusqu'à temps que que Gulletson a fait la copie là, de la liste. C'est à partir de là que, dans le fond, que Jack qui est sur l'ascenseur, puis que finalement, ben, tu sais, que là, il y a quelque chose qui marche pas, que lui, dans le fond, il dit qu'il perd le contrôle de l'ascenseur, puis que finalement, ben, il se ramasse sur ben, il se fait tuer, dans le fond, avec l'ascenseur qui remonte par en haut. J'avoue qu'au premier écoute du film, là, même si on voit vraiment quelque chose qui rentre au travers de la tête, là, j'ai tellement été frappé qu'Emilio Estevez se faisait tuer au début du film. Puis comme j'ai dit, honnêtement, je pensais que c'était vraiment quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Emilio Estevez. Je me suis dit, ça se peut quasiment pas qu'on tue Emilio Estevez au début du film. Puis je me suis dit, peut-être qu'il va revenir plus tard dans le film, là, ou quelque chose de même, tu sais, que finalement, il n'est pas mort, quelque chose de même. Mais finalement, ben, c'est ça, c'est triste, mais il est mort. C'est là qu'on se rend compte, là, oups, c'est quelque chose qui marche pas correct là, dans le film. Puis toi, dans le fond, à première écoute du film, tu t'attendais-tu à ce que tout marche bien dans l'équipe et tout? C'est sûr que, c'est-tu le premier
premiers Mission Impossible que tu as vu ou tu as vu, dans le fond, c'est quel le premier que tu as vu en premier? Je pense que c'est genre le 6. Celui-là avec Henry Cavill? Non, je pense que c'est le 5. OK. C'est. Ben, du coup, OK, c'est quand même plus loin. Là. Fait que dans le fond, tu es revenu en arrière, puis on les a écoutés ensemble, tu les as écoutés par toi-même? Ben, on était ensemble. Ah, OK. C'est, je m'en rappelle pas exactement là, dans quel ordre qu'on a écouté. Parce qu'en général, on peut comme les écouter dans le désordre. Il n'y a pas nécessairement là, d'ordre. Ben, peut-être qu'ils vont suivre un petit peu plus loin là, ensemble. Là, ils ont plus une continuité, là, mais à cette étape-là, quand même que tu les écoutes dans le désordre, c'est pas plus grave que ça. Là. Toi, à la première écoute, t'as-tu quand même pensé, là, comme même si dans le fond, tu n'avais pas de. Ben, même tu savais pas qu'il y avait une série télé, là, mais est-ce que tu avais un doute qu'il y avait quelqu'un dans l'équipe qui était une taupe, que dans le fond, là, que Jim Phelps, là, on le voit peut-être parce qu'aussi on écoute sur HD en ce moment, là, c'est tout HD. On voit bien sur le Blu-ray, mais à l'époque, quand j'ai vu le film au cinéma, fait que techniquement je voyais bien. J'avais quand même remarqué, me semble, à la première écoute, c'est sûr que ça fait au-dessus de 25 ans là, que j'ai vu le film initialement. Mais je m'en rappelle avoir quand même remarqué le fusil de Jim Phelps, qu'est-ce qu'il voit dans son écran, que dans le fond, c'est étrange que le fusil est comme tout croche. Puis, tu sais, je me rappelle avoir remarqué ça, mais je n'ai pas fait plus que. Je n'ai pas fait un plan en quelque part. Là, je veux dire, je me suis dit, c'est quand même Jim Phelps qui est mort. Là, je veux dire, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Moi, j'étais sûr que c'était lui-même. T'étais sûr? J'étais sûr. Là. À la première écoute. Là. Ouais. Ah ouais. Mais c'est ça un peu. L'affaire, c'est que toi, tu t'attendais à rien parce que tu connaissais pas plus Jim Phelps que n'importe. Tu sais, dans le fond, c'est que ça soit n'importe qui. Puis en même temps, toi, t'avais Tom Cruise en plus. Tu sais, que dans le fond, tu savais que lui, Tom Cruise, va continuer par la suite. Moi, quand j'ai vu le film la première fois, ben, tu sais, c'était juste un one-off. C'était le premier film de la franchise. Ça allait-tu marcher, ça allait-tu pas marcher? Ça, c'est autre chose. Mais, tu sais, je m'attendais à rien. Puis je me suis dit, ça va de maudit bon sens, tu sais, Jim Phelps de même. Même si j'avais pas. Tu sais, je connaissais juste en tout cas, ce que j'ai dit tantôt, là, j'étais pas comme bouleversé, là, comme que beaucoup ont été bouleversés là, par la suite de tout ça, là, mais en tout cas. Fait que toi, dans le fond, tu t'attendais juste à un retour éventuellement là, de Jim Phelps un peu plus tard dans le film. Fait que Tom Cruise va appeler, là, ils ont comme leur numéro d'urgence, il va appeler là, ses supérieurs, puis dans le fond, il va aviser là, que tout est. Que toute l'équipe a été tuée. Là, on a Kittredge là, qui est joué là, par Henry Zerna. Que je sais pas si tu le sais, William, mais ce personnage-là va revenir là, dans le set. Je savais pas. Ah, c'est ça. Je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va être l'antagoniste principal là, ou le méchant en arrière de tout ça? Est-ce qu'il va avoir finalement là, fait qu'est-ce que Jim Phelps dit plus tard, là, que dans le fond qu'il n'y a pas de reconnaissance du gouvernement, puis que dans le fond là, il va essayer de faire passer quelque chose. Là. En tout cas, honnêtement, j'espère que non. J'espère qu'on le fera pas virer en méchant là, dans le fond, la manière qu'on a construit le film aujourd'hui. On y met le blâme tout le long du film quand on sait que c'est pas vraiment lui, mais tu sais que c'est une supposition parce qu'on sait pas c'est qui la taupe à ce moment-là dans le film, même si toi t'avais un doute là. Fait que, tu sais, en tout cas, je trouve ça. Si on s'en va dans cette direction-là, je vais trouver ça un petit peu dommage, quelque part. Puis, tu sais, peut-être que justement, on va pouvoir se dire que là, on peut tout de même pas penser que c'est encore une deuxième fois le méchant principal, puis que finalement, ben, ça le soit. L'autre côté, ben, tu sais, s'ils veulent vraiment fermer les 8 films, c'est quand même pas une mauvaise affaire de le ramener. Ben, moi, je pense qu'il va probablement ramener un plus que juste que lui. Là. Ouais, ben, je pense qu'il y a un personnage qui est dans le 5 ou le 6 qui a été confirmé aussi de ramener. Mais honnêtement, là, genre le 4, 5, 6, là, je les aime bien. Ben, en tout cas, je suis en train de faire un petit spoiler là, sur ce que je pense là, de 4, 5, 6. Mais ils ont comme tout un peu fusionné dans ma tête. Là. Il y a des petits détails là, que tu sais, qui est dans quel film. Là. Surtout les deux derniers, là, le 5 et le 6, je pense les avoir vus 2 fois chaque, puis c'est pas mal tout. Fait que il y a des éléments là, que je me rappelle plus vraiment. Là. Fait que c'est ça, on a la rencontre. Kittredge, lui, va demander à Ethan là, de le rencontrer dans un restaurant.
Puis, dans le fond, pour comme il expliquait quelque chose, là, que dans le fond, toute la mission qu'ils ont vue au début, c'était pas une vraie mission. Dans le fond, c'était une mission qu'ils faisaient à l'interne pour essayer de trouver une taupe dans l'équipe de Jim Phelps, qui, dans le. Ouais, ben, une taupe, Le meilleur, là. Hein? Genre le meilleur? Non, pas le meilleur. Ben, une personne qui est pas qui dit être. Dans le fond, qui pense que c'est dans le fond, il est sur le côté là, de la justice, si on veut, là, que dans le fond, c'est un bon personnage qui travaille avec l'honneur là, qui travaille correctement pour le IMF, mais que cette personne-là, dans le fond, est en train de vendre des secrets que le IMF est supposé de garder secrets. Fait que ils ont eu vent de ça, puis là, ben, ils veulent savoir c'est qui le personnage, ben, la personne au travers de ça. Puis dans le fond, ben, ça a comme. C'est Tom Cruise, genre? Ben, c'est ça, ils pensent que c'est Tom Cruise. Je comprends le pire, c'est que t'as l'air un petit peu confus, puis c'est ça le problème un petit peu dans le film, c'est que il y a tellement des revirements, puis il y a tellement de complications que, on comprend tout le temps un peu le global en avançant dans l'histoire, mais il y a tellement de détails, tout le temps de choses qui se passent en même temps, qui fait que c'est quasiment, tu peux pas écouter ce film-là une fois. Là. Fait que c'est ça, on a toute la scène au restaurant où il explique ça. Là, il allume. Tom Cruise, il allume tout le temps juste un petit peu avant là, que Kittredge, lui, il explique la situation. Parce qu'il se rend compte que, dans le fond, il y a du monde qui sont dans le restaurant, qui étaient là, sur place, là, ben, dans le fond, là, quand toute l'équipe s'est fait tuer, là, qu'il y avait les mêmes agents qui étaient en train d'entourer les autres agents. Là. Il y en avait un qui était à côté là, de Anna. Il y avait un couple, supposément, qui était dehors quand Ethan et Sarah étaient dehors. Puis qui avait vu ce qui s'était passé. Fait que, tu sais, dans le fond, il allume là-dessus. Fait que, finalement, ben, il va se sauver de là. Il va faire sauter un aquarium en arrière. Puis, c'est vraiment Tom Cruise là, qui va faire toute cette séquence-là. Que dans le fond, c'est une des séquences qui va avoir ressorti du film. Il y a 2-3 affaires là, qui vont ressortir du film aujourd'hui, puis qui va faire que on va avoir, tu sais, que ce film-là va avoir paru là, assez spectaculaire. Mais tu sais, il y a vraiment ben, ce que j'ai pu comprendre, là, c'est que ce restaurant-là existe pour de vrai, là, mais bien sûr, ils n'ont pas pu scraper le restaurant là, juste pour le film. Là. Dans le fond, ils ont reconstruit ça un petit peu en studio. Puis il devait avoir un cascadeur qui fasse la séquence au lieu de Tom Cruise pour pas que Tom Cruise se fasse noyer parce qu'il y a tellement d'eau qui coule. Mais finalement, ben, c'est Tom Cruise qui est arrivé. Je sais pas si je pense que j'en ai parlé là, au film là, quand je parlais Top Gun, mais ça me fait toujours rire rendu là aujourd'hui là, où ce que Tom Cruise il se met à courir puis c'est ce que je me suis dit en sortant du restaurant. C'est comme il part tout de suite à courir. Tu sais, le sprint de Tom Cruise qui est comme inévitable dans chaque film. Je pense que ça commence beaucoup à partir du film d'aujourd'hui. Là, je pense pas que dans Top Gun il courait, là, mais je sais pas si tu as remarqué ça, si tu as fait un commentaire là, que tu as vu Tom Cruise courir plus vite que l'eau, là, rendu là. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça. J'ai souri à l'interne. Alors, Ethan se ramasse à l'hôtel, puis là, ben, dans le fond, il va brouiller ses pistes. Ben, il va pas brouiller ses pistes. Dans le fond, il va se rassurer qu'il y a personne qui rentre dans son appartement pendant qu'il est là. Puis dans le fond, il va pouvoir savoir si quelqu'un qui approche, il va casser une lumière. Puis il va tout étaler le verre là, dans l'allée. Puis il va enlever la lumière pour que le monde le sache pas, dans le fond. Là, puis dans le fond, ça craque là, sous les pieds. Finalement, éventuellement, ça va servir absolument rien parce que il se rendra pas compte que Claire va arriver éventuellement. Là, il l'entendra pas arriver. Là. Mais en tout cas, il était peut-être un petit peu trop brûlé, je sais pas, mais c'est comme on dirait qu'ils ont oublié ça. C'est juste le détail là. Ben, de la vitre, des lumières qui étaient à terre, là, il s'en rend pas compte. Là. Ben oui, il a entendu marcher. Ok, ouais, mais c'est ça, mais il voit Jim Phelps rentrer. Mais dans le fond, il est en train de rêver à ça. Ben, il pensait que c'était John Phelps, ben c'était vraiment clair. Là. Ok, ouais, c'est ça. Il a comme fusionné les deux ensemble, dans le fond. Là c'est ça, tu sais, dans le fond, là, elle, son explication d'être là, c'est parce que là, dans la scène de tantôt, d'explication là, du plan, ben,
ben, tu sais, Jim Phelps, il finit la scène, puis il dit, ben, s'il y a quelque chose qui va mal, là, que si la situation est avortée, ben, ils y reviennent à l'hôtel à 4 heures. Fait que là, il est 4 heures, puis c'est là qu'elle se pointe. Mais, comment? C'est parce que lui, il est allé early. Ouais, parce qu'il était tout seul. Il pensait qu'il n'y avait plus personne qui avait survécu. Ok, ouais. Puis là, ben, c'est ça. Elle, dans le fond, sa fonction, elle, c'était juste que tout le monde en revenait à prendre la voiture. Puis, ben, elle, c'était la chauffeuse, là, dans le fond. Là. Elle, sa job, c'était de promener le monde. Là. Elle ne devait pas être sur place. Elle faisait juste être dans la voiture. Sauf que, tu sais, dans le fond, on avait vu que la voiture avait sauté, mais dans le fond, elle n'était pas dedans. C'est ça. C'est ça que, dans le fond, qui va apporter la confusion à Ethan un peu plus tard. Est-ce que c'est elle qui a fait sauter la voiture ou si c'est Jim qui a fait sauter la voiture? Chose qu'on n'aura pas vraiment la réponse. Ouais, parce que peut-être Jim voulait le tuer ou elle voulait le faire comme elle était morte. Ben, c'est ça. C'est ça. T'sais, on n'a pas vraiment la réponse parce qu'il nous donne les deux, les deux hypothèses plus loin. Là. Mais vraiment, là, elle va jamais avouer que c'est elle qui a tué Anna, comme que ça sera. Puis Jim non plus va pas le faire. Là. Il dit tuer un autre film? Ben non, les deux sont pas là. Les deux sont morts dans le deuxième film. Avant que le film finisse, là, les deux personnages sont morts. Claire est morte. Oh, oui, c'est vraiment gratuit là, comme un cameur en plus. Je pensais qu'il était toujours vivant. Je pensais non, c'est comme genre une balle perdue. Ou en tout cas, on va en parler tantôt. Là. C'est genre une balle en ventre, genre. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Ça finit de même. Je sais pas si c'était comme volontaire. C'est vraiment étrange. Là, c'est. Là, dans le fond, ce qu'ils veulent essayer d'établir, si on va là, dans la tête à Jim Phelps, dans le plan qu'il fait, dans le fond, parce que il veut comme gagner un peu il voulait pas tuer Ethan Hunt. D'après ce que j'ai pu comprendre là, dans mon visionnement initial, là, je me suis toujours dit pourquoi qu'il n'y a pas de plan pour tuer Ethan Hunt. Mais dans le fond, Ethan Hunt, c'est ça, ils veulent y embarquer le blâme que c'est lui qui a volé les plans, puis dans le fond, que tout le monde, le restant de l'équipe est morte. Fait que, puis c'est pour ça que Kittredge arrive, puis il dit ben c'est donc bien drôle qu'il y a genre 100 000 $ qui apparaît dans le compte de banque de tes parents. T'sais, comme par hasard, à la suite, ça n'a aucun rapport que cet argent-là apparaisse parce qu'ils sont vraiment dans le pétrin parce que genre ils ont une ferme, quelque chose de même, puis ils doivent full d'argent parce que je me rappelle plus trop exactement quoi. Puis là, tout d'un coup, il y a un 100 000 comme par magie qui apparaît dans leur compte de banque. Fait que, tu sais, dans le fond, tous les doigts sont pointés sur Ethan Hunt. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui est là pour tuer Ethan Hunt. À part, qu'est-ce qui aurait arrivé si, dans le fond, ils devaient tout embarquer dans la voiture, puis la voiture a sauté. Probablement que là, ils ont fait sauter la voiture avant que le monde arrive aussi, peut-être. Juste que Anna devait mourir tout seul, peut-être. Là. C'est ambigu, là. C'est comment que ça devait se dérouler, là. Mais c'est ça, ça veut pas dire que Claire a tué quelqu'un, c'est juste ça. Que je veux dire, là, au final, on sait qu'elle sait que Jim est vivant, mais ça veut pas dire qu'elle a tué tout le monde, qu'elle a tué Anna dans la voiture. Mais ça, Ethan, il sait pas encore. Sauf que c'est ça, tu sais, en étant Jim Phelps, lui, il m'a envoyé, c'est sa femme, dans le fond, Claire. Puis même à la fin, il va faire allusion que Ethan Hunt aurait peut-être un œil sur elle. Puis, tu sais, dans le fond, il va dire là, que, tu sais, dans le fond, il aurait pu être intéressé à elle. Mais dans toutes les scènes du film, il n'y a rien qui fait que les deux auraient pu, tu sais, dans le fond, être amoureux ensemble. Mais sauf que, comme par hasard, je pense que dans la bande-annonce, il y a quelque chose. Ben non, au début, là, quand Au tout début, là? Ouais, au tout début, là. Ouais. Quand dans le lit, là. Ouais, mais ils sont pas dans le lit ensemble. Non, il y a genre tout ça à face, là. On dirait un petit peu qu'il l'aime, genre. Ok, ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça peut être une collègue pareille, là. Tu sais, je veux dire, en même temps. Il veut juste se rassurer quand même qu'elle a survécu. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu affectueux. Je lisais qu'il y avait dans l'ouverture, il devait essayer d'établir un triangle amoureux avec Ethan, Jim Phelps et Claire. Puis ça a été suggéré par George Lucas. Je sais pas pourquoi George Lucas s'est mêlé à ça. Là. Je sais vraiment pas pourquoi que lui est là. Mais que lui est arrivé puis il a suggéré d'enlever ces parties-là dans le fond. Sauf que quand t'arrives à la fin du film, puis là Phelps arrive et il dit thou shall not covet another one else's wife, quelque chose de même là.
c'est comme, t'es un peu, là, je veux dire, il s'est rien passé. Mais, comme j'ai dit, je crois que dans la bande-annonce du film, puis je parle jamais de la bande-annonce, c'est juste que je l'ai vu sur IMDb, que quand tu ouvres la page, ben, la bande-annonce, elle joue, puis les deux ont de l'air à se coller un peu. Mais bon, en tout cas, c'est... je trouve qu'ils ont mal fait ce triangle-là. Là. Je trouve que ça aurait été juste assez simpliste, juste comme embarquer ça un peu dans l'histoire. Puis, tu sais, peut-être montrer pourquoi que Jim Phelps, dans le fond, pourquoi il tue sa femme à la toute fin, mais sauf que là, c'est comme s'il a tué vraiment comme par méchanceté. Là. T'sais, pour vraiment montrer que Jim Phelps, là, c'est un vilain de la pire espèce, là, t'sais. Quand c'était genre le héros là, de la série là, pendant 7 saisons, 8 saisons. Là, fait que là, comme par hasard, ce que je disais tantôt, là, c'est comme juste vraiment un hasard que là, Ethan est en train de fouiller là, dans les courriels, puis que là, ben, il cherche sur... Job 314, puis là, comme par hasard, il voit une Sainte Bible en arrière là, de l'ordinateur. Puis, tu sais, dans le fond, il y a genre 12 livres, puis là, tout d'un coup, tu sais, il voit la Sainte Bible. Bon, ben, il allume Job de 314. Puis, là, il envoie le courriel à cette personne-là, comme par hasard, tu sais, ça semble qu'il sait. Il l'envoie, mais il sait pas à qui, là, parce que tu peux envoyer un courriel à Job 314, mais à commercial, Hotmail, Gmail, Ymail, c'est comme. Il y a tellement d'affaires, là, Sympathico, je sais pas, là, tu sais. Mais en tout cas, il envoie un courriel, là, puis ça se rend en bonne place. Puis finalement, là, ben, on va découvrir là, qu'en arrière là, de la personne en arrière là, de tout ça, que dans le fond, l'acheteur de la liste, c'est un personnage qui s'appelle Max. Que peut-être qu'on pourrait penser que c'est un homme, mais finalement, ben, c'est une madame. Puis, c'est ça, dans le fond, il va donner un rendez-vous avec. On va voir mon ami Necros que j'ai parlé là, il y a quelques mois dans le podcast là, de Die Hard, mais que bien sûr c'était le méchant principal là, dans le film de James Bond de 87, Tuer n'est pas joué. Toujours un petit rôle, là, mais pourtant je pensais que cet acteur-là jouait dans à peu près rien. Tout d'un coup, là, il réapparaît en dedans de 6 mois 2 fois au podcast. Mais ça, c'est le grand blond, là, costaud. Là. Bon. Les cheveux longs. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est le grand machin là, dans un de mes meilleurs James Bond. Puis c'est ça, je veux dire, c'est juste toujours un henchman là, dans le Die Hard, le premier aussi, c'est un autre henchman là, qui se fait tuer au début, là, mais en tout cas, c'est vraiment pas grave là, en bout de ligne. Là, le gars, il est tellement froid, il n'y a pas d'émotion. Là, c'est juste que c'est un de mes meilleurs James Bond tout court. Ethan, il gagne confiance à Max parce que dans le fond, il va lui dire que la disquette qu'elle a rapportée qu'elle a reçue par ben on sait pas c'est qui là, on va apprendre plus tard que c'est Krieger qui a remis la disquette, qu'ils ont même pas nettoyé, là, genre dans le fond, là, ils veulent essayer la disquette, là, ils ouvrent une petite boîte, puis il est encore plein de sang, là. Tu sais, je sais pas, là, tu sais, passe un petit Scott Howell dessus, là, tu sais, je veux dire, tu sais, je sais pas, là, tu sais, c'est quand même du sang, là, qui est sur la disquette, là. Mais en tout cas, je trouvais juste ça drôle un peu. C'est juste pour qu'on voie visuellement, qu'on sache que c'était la même disquette qui a été... Que, dans le fond, là, qui a été ramassé là, sur le cadavre là, à Gatlinson là, au début. Là. Mais c'est ça, fait que ayant gagné sa confiance là-dessus, là, puis que finalement ben, l'équipe à Kittredge là, il arrive dans la chambre, genre la chambre d'hôtel, puis la chambre est vide, là, mais tu sais, ils sont partis par où? Tu sais, Kittredge il rentre là, avec sa gang dans la chambre d'hôtel, ils ont passé par où? Je veux dire, tu sais, dans le fond, eux autres qui étaient dans le passage, ils se sont évaporés, ils ont un téléporteur, c'est comme... Ils ont probablement genre sorti avant qu'eux ils rentré, genre, peut-être. Je veux dire, dans le genre que on voit pas ça en même temps. Ouais. OK. Ouais. Ben, c'est ce que je me dis à quelque part parce que on voit Kittredge qui est l'autre bord de la porte, mais ils sont encore en train de discuter en dedans. Fait que, tu sais, quelque part, s'ils sortent par la porte avant, ils vont y croiser dans le corridor, là, tu sais, c'est quoi, en tout cas. Mais ça a plus de sens à quelque part, là, ils sont peut-être sortis, là, genre 5 minutes avant, puis, tu sais, ils se cachaient en arrière des poteaux, là, puis, finalement, ben, tu
ils ont réussi à éviter Kittredge. En tout cas, c'est la seule affaire que je peux déduire. Fait que dans le fond, ils prennent en entente Ethan et Max pour que lui il aille chercher la vraie liste. Puis ils vont se ramasser au quartier général là, aux États-Unis, là, à Langley, dans les quartiers de la CIA. Puis dans le fond, Ethan il va devoir remonter une nouvelle équipe pour pouvoir infiltrer la CIA. Puis, dans le fond, c'est là qu'on va avoir l'introduction là, de Luther qui va être là dans pas mal toutes les missions impossibles, je pense. Ben, dans tous les films. Dans tous les films, c'est ça. Comme je te dis, là, les deux derniers sont vagues. Puis, il va y avoir Krieger aussi, qui est interprété là, par Jean Reno. Tu connais Jean Reno? Un petit peu. De quel film, au juste, que tu le connais? Je connais de Mission Impossible. Ouais, ben... c'est pas mal ça qu'on parle aujourd'hui, là. Mais c'est ça, lui dans le fond il avait été connu à l'époque pour le film Le Professionnel. Je pense que c'est Le Professionnel qui l'a mis là, sur la map américaine là. C'est sûr que c'est un Français, fait que il a eu pas mal sa carrière là, en France. Moi, je veux dire, ce personnage-là, il a de l'air dangereux. Là. Je veux dire, juste quand il est là, il a de l'air... il y a quelque chose qui marche pas, on dirait. En tout cas, je trouve que pour qu'est-ce qu'il y a à faire le personnage... Je pense qu'il ne pouvait pas mieux tomber que sur Jean Reno pour faire le personnage de Krieger. On va apprendre que finalement, qui n'est pas un hasard, c'est encore une ligne qui est tombée. Je me suis dit, tu sais, c'est quoi le hasard que tout d'un coup, il engage deux personnes, un qui est blanc comme neige, puis l'autre, c'est probablement la pire personne qu'il pouvait embaucher. C'est la personne qui a tué Gottlieb et Gottliebsen, ou je sais pas trop. Puis Sarah un peu plus tôt, puis que dans le fond il est au courant de toute la mission dans le fond là, avant la mission qu'ils ont à faire à Langley. Puis, tu sais, je me suis dit, est-ce que c'est un hasard? Mais non, c'est pas un hasard. En plus, genre, au début, là, c'est quand il voit le gars se faire tuer à côté du... la grille? À travers la grille, là. Genre, pourquoi pas qu'il bouge? Pourquoi il est allé à côté pour qu'après il l'a pris? Genre, pourquoi t'as pas bougé pour pas qu'il prenne, genre? Ouais, c'est ça. Il le montre pas vraiment, hein, aussi. C'est genre, au moins beau, là. Ouais, c'est sûr. C'est... Elle n'a pas fait de assez facilité. Là. C'est sûr qu'après un bout, il l'a agrippé, puis il l'a tiré vers son couteau. Là, quelque chose de même. Là, ils n'ont pas trop élaboré ça, mais ce que je voulais dire, on va savoir un peu plus tard que la personne qui a engagé Krieger, c'est pas Ethan Hunt. C'est Claire qui l'a engagé. C'était sa référence à elle. Fait que, tu sais, dans le fond, ça veut dire qu'en bout de ligne, elle savait tout au complet, là, tu sais. Puis dans le fond, elle s'est arrangée pour que, justement, il y ait du monde de son côté pour ramasser là, la liste, là. Puis, tu sais, dans le fond, que Krieger est là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'on peut pas arriver que c'est juste un hasard. Ça a été forcé. Fait que là, on a toute l'infiltration. Et que là, on a tout le plan où ce que dans le fond, où ce que la liste est gardée, là, c'est dans une salle sécurisée. Puis en tout cas, il y a tout un plan là, pour pouvoir aller récupérer cette liste-là. Là, ils vont rentrer en pompier. Ils vont rentrer 3 dans le fond, puis il va y avoir Krieger et Ethan qu'eux autres vont montrer dans la ventilation. Puis Claire, elle va être là pour pouvoir intoxiquer le technicien. Puis que dans le fond, lui, va virer malade. Là, tu sais, dans le fond, on va passer aussi le message que... Puis c'est tellement ironique quand on sait où est-ce que la série s'en va, là, même à partir du prochain film, là, que en bout de ligne, là, Krieger, il est sur le point de tuer le gardien de sécurité. Puis Ethan arrive, il dit non, pas de meurtre là, dans le fond. Là, on garde ça clean. Parce qu'en même temps, lui, dans le fond, il veut faire ça pour le bon côté. En bout de ligne, il peut pas tuer quelqu'un de la CIA. Là, je veux dire, s'il fait ça, il pourra jamais revenir. Là, fait que dans le fond, il fait ça pour les bonnes raisons. Aussi, il réalise que c'est lui qui avait tué la fille parce qu'il avait même tout, il sait déjà, genre. Ouais, mais il allume ça tout de suite. Je pense que oui. Ah, tu penses que c'est ça tout de suite? Je pense qu'il sait, mais il voulait pas faire quelque chose parce que sinon, là, tout. Ah, peut-être. Oh, ouais. Mais ça donne à rien, par contre. En bout de ligne, là. Non, parce qu'il a regardé le couteau, genre. Ouais, mais, tu sais, ça aurait pu arriver, justement, que s'il aurait allumé ça, il aurait pu arriver, puis, tu sais, parce que plus tard, là, où que Krieger, il
il vole la disquette, ben, il aurait pu, à cause du couteau allumé avant, que, tu sais, dire, ben là, que justement, il y avait la mauvaise disquette. Mais, en tout cas, on va revenir à ça là, dans 2 minutes là, sur la disquette. Là, on a tout, dans le fond, ils vont dans le conduit de ventilation, puis que là, où il y a Krieger qui retient Tom Cruise, puis là, il descend dans la salle, mais là, que le technicien, il rentre. Moi, je me dis, ils ont assommé le gars de sécurité. Pourquoi qu'ils se compliquent la vie avec le technicien? Pourquoi qu'ils l'assomment pas? La salle est fermée, ils l'assomment, ils prennent tranquillement le disquette, puis ils sortent. En bout de ligne, quand ils sortent de la salle, ce qui arrive, là, c'est qu'ils sortent de la salle, puis le technicien, il sait qu'ils sont passés, puis il sonne l'alarme. Fait que, tu sais, s'il aurait assommé le technicien... Oui, il serait déjà parti. Ouais, mais il serait assommé. Il aurait gagné encore plus de temps. Ah ouais, c'est vrai. Tu sais, il aurait peut-être gagné encore 20 minutes. Tu sais, ça marche pas. C'est un film, il faut du spectacle. Autre chose qui a été vraiment, comme je pense, qui a coupé le souffle à tout le monde en 1996, c'est Tom Cruise qui était à 2 pouces du sol, qui touche pas le sol. Tu sais, je veux dire, je pense que tout le monde avait chaud, genre. Tu sais, on voit la goutte sur sa lunette, puis tu sais, je veux dire, je pense que tout le monde l'avait, là, tout le monde avait la bouche à terre, là. Ça a l'air qu'ils ont mis des poids dans les bottes à Tom Cruise pour pouvoir qu'il soit droite, là. Sinon, ben, tu sais, je me posais la question en regardant le film, je me suis dit, tu sais, ça marche pas, là, c'est impossible, mais c'est ça, tu sais, si maintenant il... Ben, c'est possible, il faut vraiment que tu sois fort, tout, genre tes pieds, là, tout. Ouais, mais c'est ça, mais en mettant des poids dans les bottes, ben, ça fait que aussi ça nivelle, tu sais, à quelque part, tu peux être fort, mais tu sais, t'as la gravité aussi, là, tu sais, tu peux pas être mieux que la gravité, si t'es plus lourd d'un bord, tu vas pencher de l'autre bord, là, tu sais. Fait que, mais, moi, je trouve que c'est une scène spectaculaire, pareil, tu sais, même si elle a pas de sens, je veux dire, assomme-le le maudit technicien, puis descend, puis tu sais, prends tes affaires tranquillement, puis tu sais, choisis un spray, quelque chose, tu sais, pour l'endormir, puis que tu sais, il se réveille 3 heures plus tard, tu sais, que la secrétaire, elle se rende compte qu'il devait sortir, puis il est pas sorti, là, tu sais. En tout cas, c'est. Mais comment tu trouves ça, cette scène-là? Ah, je trouve correct. C'est genre. Ce que tu dis, c'est vrai, là. Ouais, mais t'as trouvé-tu spectaculaire? Hein? Tu sais, en tant que tel, t'es-tu comme. Quand il descend, puis t'es-tu comme genre. Puis en plus, que justement, quand il tombe à terre, comment tu trouves ça, toi? C'est sûr qu'ils vont le refaire dans quasiment tous les films, là. Tu sais, ils vont le refaire dans le 2, dans le 3, dans le 4, ouais, je pense. C'est la seule chose. C'est genre, quand la première goutte tombe, comment qu'il tombe pas, genre? Ouais, il y a ça. Il est genre vraiment au bout de bout, là. Il tombe pas après le deuxième, il tombe, là. Ben... Ouais, ben en plus, sa main, tu sais, il n'y a pas de place pour qu'il puisse placer sa main ou empêcher la goutte de tomber à terre. Non, là. il peut être proche, ben c'était vraiment genre loin sa main. Ouais. Ben, c'était proche. Ouais, c'est ça. C'est comme. Ouais, c'est bizarre le montage de cette partie-là. Là. En plus, pourquoi il l'a pas ramené en haut? Il était genre à terre. Pourquoi il l'amène pas? Qu'est-ce que tu veux dire qu'il ramène pas? Le gars en haut, là, il pouvait juste. Ah oui, il attend. Ouais, mais c'est ça. Ouais, il a vu un rat passer. Il a tué le rat. Il le frappe. Après, il le reprend. Après, il attend. Il attend. Ouais, c'est ça. Il attend quoi exactement? Il attend que l'autre, Luther, qui fait comme superviser tout, ils disent de. Je sais pas, il dit que le gars, le technicien est en train de s'en venir, puis c'est comme là qu'il décide qu'il commence à retirer. Là, c'est ça. Après, c'est genre 20 secondes de lui après la terre. C'est vraiment pour le visuel. C'est vraiment pour le visuel, mais c'est sûr qu'après un bout, tu dis, ben là, commence à le tirer. Là, ça serait peut-être une idée. Là, il a réussi à pas toucher à terre, ben arrange-toi pas pour qu'il soit comme épuisé, puis que finalement, ben il dit, là, je suis capable. Là, donc, pourquoi que ça aurait été pas pire d'assommer le technicien? Mais en tout cas, peut-être qu'il y a une ligne que j'ai pas notée qui fait que si il y a du poids à 2 places, ben le plancher va le reconnaître. Mais même s'il y a ça, s'il y a un genre là, de gaz compressé là, puis qui arrive puis qui endort le technicien, ben, le technicien est à terre, puis ou il est assommé dans sa chaise, puis Ethan, il est dans les airs, il est attaché, fait qu'il touche pas le sol non plus, fait qu'il peut faire ses affaires. Ouais, mais c'est parce que me semble ça fait trop de son, ça fait un vent. Parce qu'il va ronfler. Ben l'impact aussi que ça ferait à terre. Ouais, mais il tomberait pas à terre. Mettons qu'il est assis à sa chaise, là, il y aurait un genre de spray pour l'endormir, tu sais. Ouais, ben ça prend pas une seconde, c'est pas juste genre switch, après il fait.
Ben, ils ont des masques qui peut, qui peut imiter n'importe quelle face à la perfection. Fait qu'ils ont sûrement un gaz à quelque part qui peut endormir là, en moins de 5 secondes, là, tu sais. Ouais. Ou, tu sais, il fait une genre de prise du sommeil, là, tu sais, il prend par le cou, là, puis il spray, puis après ça, il le retient de même pour genre 10 secondes, puis ça finit là. Tu sais, Tom Cruise est en forme, comparé au gars, là, le technicien, là. En tout cas, je sais pas si c'est un body shaming que je fais ou quoi, là. Mais le gars, il a pas l'air du gars qui est le plus en forme, là, tu sais, c'est pas... Tu sais, il aurait mis là, Dave Bautista comme technicien. Il m'a dit, OK, ça aurait été une autre affaire. Mais là, tu sais, le gars, il a pas. Je pense que Tom Cruise aurait pu le ramasser, là, je pense. Avant de sauter, là, de lâcher cette scène-là, as-tu remarqué les mots de passe? Moi, j'ai trouvé ça drôle. C'était 6 caractères pour mettre un mot de passe. Pour la liste de la CIA, il y a des caractères alphanumériques, dans le fond, puis l'auteur, il dit, là, genre AW8NR4, quelque chose de même, là. C'est 6 chiffres. Aujourd'hui, puis ça, c'est genre, c'est la liste qui détient là, des secrets d'État. Puis c'est 6 caractères. Il n'y a même pas des A commerciales, des barres des barres à terre ou des autres caractères, là, c'est juste les 36 chiffres. Là, en tout cas, j'ai juste trouvé ça drôle, mais on est comme au début aussi là, de la révolution informatique. Là, je veux dire, la plupart du monde n'avait pas d'adresse courriel à cette époque-là. Moi, j'avais pas d'adresse courriel à cette époque-là. On était vraiment au début de la commercialisation là, avec Windows 95. Là. Pas tout le monde avait vraiment un ordinateur à la maison. C'était comme un peu un univers inconnu pour beaucoup de monde. Il y en a qui l'avaient. Là. C'est cher. Mais, ouais, mais c'est pas une question de cher, c'est une question d'utilité aussi, tu sais, je veux dire, c'est qu'est-ce que t'avais, l'internet était vide à l'époque, tu sais, il y avait pas, tu sais, qu'est-ce que tu voulais aller faire sur internet, il y avait pas grande information, il y en avait, là, tu sais, je veux dire, ça sortait pas de zéro, là, l'internet, je sais pas exactement quand est-ce que ça a été créé, mais avec Windows, ben, tu sais, ça l'aidait beaucoup à l'interface, mais c'est l'utilité aussi, tu sais, c'est peut-être que, ben, tu sais, toi, avec toi ou à l'école, vous travaillez avec Windows, avec Teams, avec plusieurs applications, au pire avec Word ou avec plein de choses de même. À l'époque, on était au crayon puis au papier, puis l'Internet, là, on s'en servait pas. À l'école, on avait genre des encyclopédies, l'information était sur disque. Aujourd'hui, ce qu'on regarde sur l'Internet, il fallait que tu ailles genre une encyclopédie, un logiciel qui avait toute cette information-là. C'est comme c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Fait que ils vont se sauver de là. Puis c'est ça que Krieger. Lui, il va faire du chantage parce que là, il va penser avoir la vraie disquette, comme on a parlé tantôt. Puis Tom Cruise, là, il va faire un effet, là, dans le fond, il va juste comme essayer là, de faire croire qu'il n'y a pas la bonne disquette. Puis ça a l'air qu'il n'y a pas d'effet là-dedans. Là. C'est vraiment Tom Cruise là, qui a fait le maniage là, avec la disquette. Là. C'est vrai, il fait live, là. Fait que, en tout cas, ça a l'air que ces effets spéciaux-là n'ont pas coûté cher. Par la suite de ça, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment comme un hasard que Krieger, pour prendre l'attention là, de Ethan, il tire la Bible à terre, puis quand Ethan Hunt ramasse la Bible, c'est là qu'il se rend compte que la Bible a été ramassée au Drake Hotel. Puis, comme par hasard, tout de suite après, il regarde la télé, dans la même séquence, il voit que ses parents ils ont été inculpés là, pour pour une fraude, dans le fond, pour faire sortir Ethan Hunt de son trou. Puis, suite à la suite de ça, ben c'est là qu'on découvre là, que Jim Phelps est encore vivant. Fait que là, on a la révélation de Jim Phelps. Puis qui est au téléphone à côté avec la musique là, tu sais, tantôt j'ai parlé là, de Danny Elfman en plus là, qui fait de la musique du film, mais je n'ai vraiment pas parlé là, Danny Elfman que moi normalement j'aime bien ses trames sonores. J'aime bien la trame sonore aujourd'hui, mais tu sais, est très fonctionnelle.
Danny Elfman, c'est lui qui fait la musique pour Batman de 1989. Là. Tu sais, des fois, quand tu jouais à Lego Batman, là, c'est lui qui fait toute cette musique-là. Dans le fond, là, elle a été réinterprétée, mais c'est lui qui a écrit là, ces thèmes-là. Là. Puis, en tout cas, la trame d'aujourd'hui est correcte, mais il y avait Alan Silvestri là, qui avait été engagé pour faire la musique, qui lui il fait la musique de Back to the Future, puis il a fait dans le fond il a composé là, pour une vingtaine de minutes du film, là, puis il a été renvoyé, puis on a engagé là, Danny Elfman pour la faire, mais il restait plus grand temps là, pour Danny Elfman de faire la trame, puis ils ont c'est ça, en fond qu'il a réussi à tout faire ça. C'est correct, là, mais ça fait une trame sonore qui est très fonctionnelle, mais en même temps, il n'y a pas besoin de vraiment composer de tune thème parce qu'ils vont utiliser là, la tune thème là, qui a été écrite là, dans les années 60. Mais c'est ça j'utilise ça là, dans le fond là, pour montrer un peu là, comme le fait que Jim Phelps réapparaît, puis dans le fond là, c'est comme quasiment là, un côté là, d'horreur là, quasiment là, puis c'est ça dans le fond, c'est là où que Ethan Hunt il est en train là, de tout revoir la séquence du début, que tout le monde sont morts, puis que dans le fond qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Je trouve que c'est quand même assez bien parce qu'après un bout il demande, il dit pourquoi, parce que Jim lui arrive, il dit que c'est Kittredge qui est la personne en arrière de tout ça. Mais Ethan, il va lui demander pourquoi que Kittredge, il ferait ça. Puis Phelps, il répond quelque chose. Mais dans le fond, ça a comme un double sens. Parce que c'est comme probablement ça, la motivation en arrière de Jim. Pourquoi qu'il a trahi toute son équipe. T'as-tu compris l'idée que, tu sais, dans le fond, il répond, il dit que, tu sais, dans le fond, il a été... il a travaillé toute sa vie pour le gouvernement, mais en même temps, à la toute fin, il n'y a rien à dire sur tout ce qui se passe. Dans le fond, au nombre de fois qu'il a peut-être sauvé son pays, en bout de ligne, il n'y a pas de reconnaissance parce qu'ils sont pas connus. Puis dans le bout de ligne, il a sa retraite, il est correct, mais sans plus en bout de ligne. Puis pourtant, il a donné sa vie pour le pays. Puis dans le fond, c'est comme il y a le double sens. Dans le fond, il met une réponse à Kittredge, mais dans le fond, c'est sa réponse à lui. En tout cas, fait que j'ai aimé quand même le sens de ça. Fait que dans le fond, puis lui, dans le fond, il veut pas que Ethan dise à Claire qu'il est encore en vie. Je me suis dit pourquoi. Est-ce que c'est juste pour la révélation que savoir que si mettons Claire, Claire elle savait est bonne déjà. pas? Ouais, c'est ça. Claire ouais, savait mais déjà, ça. mais il voulait faire comme si elle savait pas. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'il voulait le tuer. Parce qu'il voulait tuer Ethan Hunt, c'est ça? C'est ça. Ouais, mais elle savait qu'il voulait le tuer. Elle savait en plus. Fait que je me suis dit, c'est peut-être pour essayer de montrer, pour être sûr que si, mettons, il se pointe dans la même salle que elle, ça va pas trahir le fait qu'il est encore vivant, parce que là, si elle le voit, elle va dire, qu'il est assez en plus, fait qu'elle va pas agir à 100% comme si elle sait pas qu'il est vivant. Elle va faire semblant qu'elle est toute contente de la revoir, mais elle sera pas capable de rechercher vraiment les vraies émotions, que si tout d'un coup, elle saurait pas qu'il sera encore vivant. Tu comprends-tu? Elle pourra pas aller rechercher tout, dans le fond, se mettre à pleurer, puis de vraiment comme tout, ça va paraître que ça va tout trahir. En tout cas, moi, c'est comme ça, je pense que c'est ça, là. Sinon, ça donne la réponse plus tard que ce que Ethan va faire, il va devoir se déguiser en Jim Phelps, puis que dans le fond ça va exploser dans le train, ouais, c'est ça va exploser dans le fond, qu'elle tout d'un coup elle va voir Jim Phelps, elle va commencer à tout se déballer là. Elle va tout dire. Ouais, elle va tout dire, tu sais, puis Jim Phelps va juste être comme assis là, tu sais. Vraiment étrange là, comme plan là, parce que tu sais dans le fond on dirait que c'est vraiment le corps à Tom Cruise, mais c'est vraiment la tête à John Voight qui est par-dessus. T'sais, on voit que c'est comme ça a l'air d'un bobblehead un peu là. Je sais pas si c'est ça que tu trouvais toi là, mais t'as pas vraiment remarqué. Je trouvais juste que la tête a l'air plus grosse que le corps là. Mais c'est ça, je sais pas si c'était vraiment un masque ou c'était comme juste collé à l'informatique. Je pense que c'est plus collé à l'informatique. En tout cas, quand il enlève le masque, là, c'est clair que c'était à l'informatique. Mais en tout cas. Fait que c'est ça, dans le fond, le dernier échange là, pour la liste se fait sur un train là, à très grande vitesse. Puis c'est ça, dans le fond, Kittredge se ramasse, dans le fond, en appelant, quand Ethan a appelé Kittredge, ils ont pu savoir que Ethan était à Londres, fait que une fois qu'il arrive à Londres, Ethan lui procure des billets pour que les autres aussi se ramassent sur le train.
Puis, dans le fond, là, ça joue un peu au chat et à la souris. Dans le fond, ils veulent démasquer Max. Puis, c'est ça un peu le but, c'est qu'ils donnent la disquette. Mais, tu sais, dans le fond, la disquette, elle a elle doit se connecter. C'est dans le fond, c'est comme quasiment un genre là, de carte d'accès pour pouvoir se connecter par modem à la liste. C'est pas la liste qui est sa disquette, mais en tout cas une connexion. C'est ce que je peux comprendre. Là. Parce que là, on a Luther qui est à côté puis qui est en train de broyer leur modem. Moi, en tout cas, c'est comme ça, j'ai vu ça. Là. Je trouvais ça un petit peu curieux à quelque part. Là. Je me dis, quand ils ont rentré, dans le fond, c'est ça qui ont pris du système. C'est juste une manière de rentrer dans le système à distance. Fait que n'importe qui peut se promener avec cette disquette-là, puis dans le fond, juste se connecter à distance. C'est comme le technicien, là, il pourrait juste partir avec cette disquette, puis se connecter à un autre ordinateur, puis il n'y a pas besoin d'être dans la salle sécurisée. C'est ce que j'ai compris, dans le fond, à partir de là, dans cette scène-là. C'est un loophole, tant qu'à moi, là, c'est quelque chose qui marche pas, là, à moins que... T'as-tu compris quelque chose d'autre, toi, là-dedans? Non. En plus, quelqu'un, c'est quoi son nom, le... Luther? Non, Krieger? Phelps? Quel gars va aux toilettes, là? Necros? Ouais, je sais pas, là. Il va aux toilettes. Après, le gars avec les cheveux longs. Ouais, c'est Necros. Ouais, mais Necros, c'est le gars dans James Bond, là. Ouais, c'est ça. Mais Luther, c'est lui qui est dans la salle de bain, là. Ouais, c'est ça. Lui, après, lui, il dort de la porte. Après le Max, puis il vient, il dit genre bouge, là. Après, on voit plus jamais, genre. Ouais. Luther, tu parles? Ouais. Ouais, ben c'est ça, il est là pour broyer les... Ouais, ils ont comme rien à faire, dans le fond, là. Il essaie comme de lui trouver quelque chose à faire, mais ouais, c'est vrai que ils ont comme pas d'histoire à vraiment lui donner pour la fin. Là. Ils essaient de donner juste vraiment le temps pour Tom Cruise. Et, non, lui avec les cheveux longs. Là. Ah, le blond? Ouais. Necros? Ouais, Necros, c'est pas Necros, mais... non, c'est ça, il va revenir dans le 8. Ça va être lui en arrière de tout, finalement. Là. Ouais, c'est ça. On le revoit, l'autre gars, à la fin. Tu veux dire... à la table, là, à la fin. Luther? Ouais, c'est ça, mais... D'après ce que je peux comprendre, là, c'est ça, tu sais, dans le fond, c'était les deux agents là, qui ont engagé à mi-chemin, là, Luther et Krieger, c'est des anciens agents, puis à la toute fin, ben c'est ça, tu sais, il va être réinstauré là, comme espion, dans le fond, à la toute fin. Mais tu sais, on sait pas vraiment pourquoi il était en dehors, là, tu sais, il faut croire qu'il a fait une genre de fraude quelque part, puis il a été... Ouais, c'est ça, je sais pas, mais tu sais, rendu là, il a fait une fraude pareille, ou quelque chose de même, une raison pourquoi il a été sorti du système, mais en tout cas, il a été pardonné pareil, là. C'est juste pour avoir une bonne fin, là. C'est vraiment comme des personnages vraiment secondaires, là. Il n'y avait rien à lui donner à la toute fin. Puis même, c'est ça, Claire, comme on a dit tantôt, c'est une balle perdue, ou en tout cas, honnêtement, il avait de l'air à vouloir la tuer. C'est la manière qu'il va la tirer, là. C'est comme, on dirait qu'il a vraiment... Ça se fait vite, là, mais on dirait qu'il y a tué d'une balle, là, puis ça finit là. En tout cas, ça aussi, j'ai trouvé ça quand même assez curieux. Je me suis dit, es-tu vraiment morte? Puis finalement, ben, c'est ça, on la revoit pas à la toute fin. Là. Toi, t'aurais-tu pensé pareil qu'il aurait pu finir avec à la toute fin du film, là, même si, mettons, avant, mettons, la révélation là, qu'elle est au courant de tout, c'est sûr qu'elle voulait pas le tuer, puis dans le fond, ça reste encore grisâtre. Est-ce que c'est elle qui a tué Anna? Ouais, moi, je penserais qu'il mourrait pas, mais je pense pas qu'il serait avec... Ah, finirait en prison, quelque chose de même. Là. Ouais, quelque chose comme ça, genre. Ouais. Ben, peut-être qu'il est pas mort, là, peut-être qu'il était juste inconscient. Ouais, c'est ça, tu sais. Peut-être qu'il a jeté un injury. Une blessure. Ouais. Peut-être. Tu sais, dans le fond, honnêtement, je pense pas qu'elle va revenir, là, mais ouais, c'est ça. Bon, là, on se fera pas d'illusions, là. Mais, tu sais, je pense que c'est la scène qui fait montrer que on en ferait là, cette finale-là dans une Mission Impossible 7, en tout cas actuelle, là, à partir du 3. Attends, on en ferait à partir du 4, à partir de Ghost Protocol. On s'entend-tu que là, ils sont sur le TGV qui, dans le fond, qui a été recréé en studio avec des ventilateurs là, qui marchaient jusqu'à 140 000 heures. Tu sais, c'est comme vite pas à peu près, là. C'est genre... quelque chose comme 225 km/h, là, les vents là, qui poussent, là, ça pousse, là, on s'entend, là, on a la maison qui brasse, là, que c'est genre à 70, là. Fait que c'est genre 4 fois ça, là.
Puis, tu sais, dans le fond, c'est pour ça, tu sais, on voit qu'ils peuvent pas faire grand-chose. Mais on s'entend-tu que si on était dans le Tom Cruise présent, il serait probablement en train là, de voler avec ça. Genre, tu sais, il serait toujours en train là, de se lancer un peu partout là, sur le train. Il se servirait de ça pour quelque chose. Mais là, la finale, là, il est rien qu'en train de s'agripper après le train. Là. Il fait rien d'autre, là. Il est juste comme toujours en train, puis il est en train d'esquiver un autre train qui arrive. Puis c'est tout. C'est la seule affaire. Il va sauter sur l'hélicoptère que Krieger, tu sais, on l'avait dit, il y avait une ligne à quelque part là, qui disait qu'il fallait piloter un hélicoptère. Il a dit, quand il parle de Langley, là, il dit je peux piloter un hélicoptère puis l'amener à Fort Knox. Fort Knox, c'est un endroit là, qui ont toute l'art américaine, là, ça a l'air. Hein, puis dans le film de Goldfinger, on a écouté Goldfinger ensemble. Hein? Ben, c'est l'endroit où ce film-là finit. Là. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, il avait établi qu'il pouvait conduire un hélicoptère dans cette petite ligne-là. Mais en tout cas, c'est ça, tu sais, il pilote son hélicoptère, puis là, dans le fond, c'est ça, c'est tout. La finale, c'est ça, ils se tiennent après l'hélicoptère, puis un autre moment marquant, là, c'est sûr, c'est l'hélice de l'hélicoptère, là, qu'il essaie de comme couper la tête, puis à la toute fin, il est encore menacé par ça, où ce que que l'hélicoptère a tout se fait à crash, puis qu'il reste juste une bombe dessus, là. Ouais, qu'il met la bombe dessus. Ouais, mais une bombe, ben ça fait pas de sens qu'il met une bombe, après il saute dessus, ben ça le pousse, genre, ben comment il m'a pas dit ça, genre? Ouais. C'est un film, On a reparlé dans Mission Impossible 3 parce qu'il y a une genre de passe de même aussi, là, puis ça fait pas plus mal, là, tu sais, c'est l'impact, là, parce que justement, tu sais, c'est un bon point que tu apportes, qu'en bout de ligne, il est pas pulsé, tu sais, c'est comme un coup, ça sonne, mais il est quand même capable de s'agripper après le TGV, là, tu sais, c'est comme... Aussi, c'est un film, là. Effectivement, c'est un peu ça. Je peux pas dire que c'est une mauvaise fin, par contre. On remplisse, genre, Hélice. L'hélice, là, elle va directement à son cou, là. Ouais. Oh, ça a été beaucoup, là, dans les je parlais de 3 moments, là, dans le film, là. C'est l'hélice, l'étoile, là, qui fait, là, à 2 pouces du sol. Puis, il y avait quelque chose d'autre aussi, j'ai dit tantôt, là, qu'il avait été comme fort sur le marketing, là. Puis, c'est ça. C'est rendu là, c'était quelque chose là, qui a été comme 3 moments dans tout le film. Puis c'était l'aquarium qui est tout dans ces visuels-là. Ouais, c'est ça. Ouais, ben tout le plan où on voit toute l'eau tomber en arrière, là, je trouve que c'était un bon plan. Là. Mais c'est ça, fait que dans le fond, on voit clairement que Jim Phelps se fait ramasser, là, il se fait écraser là, par l'hélicoptère. Fait que je me rappelle à l'époque, on avait quand même une. Parce que on entend aux nouvelles que ils disent que le pilote de l'hélicoptère est mort, mais ils parlent pas de Jim Phelps. C'est comme s'il ouvrait une porte qu'il pouvait revenir. Tu sais, on l'entend quand il est au restaurant avec. Il faut juste dire que le pilote de l'hélicoptère est mort, il parle pas de Jim Phelps. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est comme s'il s'ouvrait une porte, je pense qu'il. Après, il va prendre en politicien la porte, là. Non, mais on va jamais y réutiliser. Ce que je suis curieux, par contre, là, c'est lui que je parlais tantôt, là, de Dan Briggs, qu'ils n'ont pas ramené, là, tu sais. Je sais, probablement qu'ils vont l'oublier parce que là, où ce que la franchise est rendue carrément ailleurs, là. Mais, tu sais, c'est une part qui reste que, pourquoi, tu sais, de juste... Surtout là, en 2023, depuis peut-être 7-8 ans, on est beaucoup là, en train de tout le temps revenir à la source. Puis je trouve que c'est quelque chose que, en voyant ça, je me dis, ben, pourquoi qu'il n'amène pas l'antagoniste, le chef là, de l'équipe. Depuis, remarque qu'il y a beaucoup de chefs d'équipe qui arrivent plus tard là, dans toute la franchise. À chaque film, il y en a quasiment un différent. Peut-être qu'il y en a un qui s'appelle Dan Briggs. Là, je m'en rappelle pas du tout. Là. Peut-être que toi, ça te dit quelque chose. Là. On va en parler là, dans les prochaines semaines. Mais c'est ça, fait que dans le fond, ça, tout est bien que finit bien, hein, quelque part. Ethan, il dit que, bon, il va débarquer du système, mais après ça, il prend un avion, puis tout d'un coup, il se fait approcher là, par la demoiselle de bord pour écouter un film, puis dans le fond, on suppose que dans le fond, il est encore là, dans le système, mais dans le fond, il a dit il veut plus faire partie du système, mais c'est comme on vient y mettre là, dans pleine face, là. Non, on va te donner une mission. Là. C'est ça, il a dit genre ça me tente pas, après la fille était genre écoute là. Ouais, ben c'est ça, ben je pense que c'est pour finir le film là, dans le fond là, c'est juste pour avoir une finale. Ça se tient pas de bout quand tu y penses un peu, mais c'est juste quand même, on peut se dire qu'il essaye là, de dire
OK, tu veux plus faire partie là, de l'IMF, ça va. Mais tu sais, quand on a peut-être quelque chose, est-ce que ça va t'intéresser? Évidemment, ben, on a 7 films qui vont suivre. Il y a des grosses chances qu'il ait pris la mission. Peut-être la mission, c'était le prochain film. Non, on va se ramasser là, dans les rocheuses au Nevada, je sais pas trop où. Là, fait que il est en vacances. Mais c'est peut-être, dans le fond, la mission qu'il a faite, puis après ça, il est parti en vacances aller faire de l'escalade. Puis, en tout cas, c'est ce qu'on va peut-être penser. Alors, William, en conclusion, comment est-ce que tu cotes le film là, de Mission Impossible 1996 sur une échelle de jaune, de vert ou de rouge, ou entre les deux? Moi, je dirais genre entre vert et jaune parce que le film est bon, ben genre il y avait des choses dans le film qui faisaient juste pas de sens. Genre, qui est genre quand l'hélicoptère, on va dire quand l'hélicoptère rentre dans le petit trou là, du train, ça fait pas de sens. Non, c'est sûr qu'il va le crash là. Ouais, mais on va voir quasiment pire dans toute la franchise. Là. On va voir beaucoup des choses qui n'ont pas de sens, là, mais c'est quasiment l'affaire qui a le moins de sens. Là. L'hélicoptère qui suit le TGV. Là. C'est vrai, on n'a pas parlé tantôt. Là, c'est possible, il va crash en 2 secondes. Ouais, c'est ça. Puis en plus, d'autres petites choses comme sa sueur qui tombe pas à terre, même si. Ouais, c'est ça, que ça reste comme de la glu sur sa lunette. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme. C'est exagéré. Là. Mais c'était pour garder le suspense, là. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est les mises en scène pour avoir juste la mise en scène de suspense. Puis autre chose? Non, c'est correct. Moi, je vais y aller avec un vert. Dans le plus minime des verts, pas vraiment de jaune. Peut-être juste, je l'endosse un petit peu plus que William. Peut-être parce que quand même que j'aime toute la mise en scène. C'est sûr que il y a beaucoup de complications. Puis il y a tout le temps des revirements. Puis M. Phelps qui devient le méchant. Ben moi, ça me fait pas grand-chose pareil. J'aime quand même qu'ils ont vraiment pris cette initiative-là d'essayer de vraiment là, provoquer le monde un peu peut-être. Ça serait peut-être je le conçois pareil que si c'était quelque chose que je tiendrais peut-être plus à cœur, peut-être que je me sentirais insulté, mais même là, au podcast, là, j'en ai couvert des films là, où parlons juste du dernier James Bond, où ce qui se fait tuer carrément à la fin, que j'ai quand même endossé, puis en tout cas, la dernière fois que je l'ai écouté, il y a à peu près 1 an de ça, je me tenais quand même pas mal à la même position. Fait que, dans le fond, quand ils ont quelque chose à apporter, au moins pour justifier, puis, regarde, c'est peut-être un univers alternatif que, en tant que tel, là, bon, ils ont décidé ça. C'est sûr que, ils jouent avec le feu pour une affaire de même. Mais quand même, tu sais, qui ont. Surtout sachant, tu sais, j'aime pas ça parler ça au podcast, là, de parler dans un futur, mais en même temps, quand je sais où est-ce qu'on s'en va avec l'avenir de cette franchise-là, un peu comme le premier Rambo, qui est vraiment différent de tous les autres Rambo, là, revenir au premier film, puis comment il est différent, mais qu'en tant que tel, il fit bien avec l'univers qu'ils vont créer à l'avenir, c'est un film que j'apprécie beaucoup là, pour ces choses-là, puis que même si il y a l'hélicoptère comme que William vient de parler, il y a des petites exagérations dans tout le restant de la franchise, là, ça va être encore, ça va être minime là, comparativement là, avec ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Puis quand même, je peux continuer là, la mise en scène par le réalisateur là, Brian De Palma, que je veux dire, tout est quand même bien fait. Là. Je trouve que en tout cas, je trouve que pour la mise en scène, c'est bien parfait. Puis même pour le fait que malgré tout, je trouve que c'est une petite histoire. C'est vraiment juste des petites équipes. C'est pas grandiose. Puis pour qu'est-ce que ça l'apporte, c'est quelque chose que, un peu comme le premier Rambo que je viens de citer, j'aimerais ça que plus tard dans la franchise, on puisse en revenir un petit peu juste à quelque chose aussi simpliste. Parce que une franchise, souvent, ça devient de plus en plus gros. Puis là, comme ça essaie de battre l'autre franchise. Puis cette franchise-là va le faire
tout le temps, chaque film va toujours essayer là, de regarder le film précédent, puis essayer d'en mettre plus. C'est sûr, comme j'ai mentionné les James Bond aussi, eux autres aussi essaient de tout le temps en mettre plus chaque film. Mais tu sais, dans le fond, comment que le film aujourd'hui est juste simpliste, puis quand on a comme construit là-dessus tout le temps. Fait qu'en tout cas, ça va être intéressant quand même là, de parler de chaque film là, à chaque semaine. Là, la semaine prochaine, on va changer de réalisateur. On va avoir une vision différente de Mission Impossible. Là, ça va être John Woo qui va réaliser là, le deuxième film. Hâte d'en parler. Donc, William, je vais t'inviter encore au podcast. On va voir quand est-ce là, que tu vas avoir un trou là, pour revenir au podcast. Probablement qu'on va parler du 7e film ensemble. Mais c'est ça, au travers de tout ça, ce serait le fun de te revoir au moins une fois, voir qu'est-ce que tu penses là, un peu plus tard. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'était un peu une initiation avec un podcast là, quand même assez long là, comparativement à quand on a parlé là, de la finale de Prodigy. Puis j'espère que tu as aimé ton expérience. J'ai bien aimé enregistrer. Peut-être genre on pourrait refaire une autre semaine, genre. Refaire Mission Impossible dans une autre semaine. Ouais, ça serait bien le fun de te revoir là, pour en parler là, du 3, du 4 ou peut-être du 2 la semaine prochaine. En tout cas, on va regarder ça ensemble. La semaine prochaine, c'est ça, c'est le film de Mission Impossible 2 qui est sorti en début 2000, si je me rappelle bien, là, peut-être 4-5 ans là, après le film d'aujourd'hui, qui va être une totale expérience différente. Sinon, au podcast, vous pouvez suivre le podcast sur Facebook et au Twitter, puis n'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de Mission Impossible originale de 1996? Vos commentaires sont les bienvenus. Alors, William, je te remercie beaucoup là, de t'avoir présenté aujourd'hui au podcast. Merci de m'avoir amené sur le podcast. Ça fait plaisir. Mais sachez que ce podcast s'autodétruira dans 2 minutes. This is Ethan Hunt. They're dead. My team is dead! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. I'm infected with Chimera. You know you don't have a choice. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Have you been away so long you've forgotten how good we are? Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Hey, one thing. Rabbit's foot. What is it? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mondays will run out and thousands of innocent people pay the price. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. You never seem very upset. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. En espérant vous voir au prochain épisode. There will always be another lane. There will always be people like us to face him. We've done our part, and we've been cast aside. We can be anyone. This tape will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Jim. Hasta lasagna, don't get any onion.